l'honorable Dembo Sila, qui est le vice-président de l'UDG, l'Union démocratique de Guinée. Il est également qui s'occupe des questions politiques. Il est l'ancien député à l'Assemblée nationale. Donc, il nous a reçus aujourd'hui dans son budget, encore une fois, pour parler évidemment des questions liées à la vente du Boeing 757. Aujourd'hui, cette question-là est pendante devant la CRIEF. Donc, avec lui, évidemment, nous allons aborder cette question-là. Bonsoir, l'honorable, qui sont touchés par la CRIEF, la Cour des infractions économiques et financières. Et vous, quelle est votre lecture par rapport à la création de cette CRIEF? Bon, je vous remercie très sincèrement. Et ma lecture de façon globale en ce qui concerne la création de la CRIEF est une bonne lecture. Lorsque nous voyons ce que cachent les sites de la CRIEF, donc quelque chose qui est mis en place pour la répression, comme on le dit, des crimes économiques et financiers, je pense que dans l'esprit c'est bien. Maintenant, le principal, c'est comment cette institution opère à travers le droit. C'est là où les regards ne sont pas identiques aujourd'hui dans la communauté guinéenne. Et mon regard, c'est que je suis sûr qu'il y a assez d'amalgame et la CRIEF va beaucoup trop vite en besogne aussi, de sorte qu'elle a assez de dossiers dont elle s'occupe et qui ne relèvent pas souvent des mêmes qualifications. Je pense qu'il y a un certain embouteillage à son niveau là-bas, ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a des fortes possibilités que les droits des individus, les libertés des individus soient un peu brimés. D'accord. Quand vous dites de cette juridiction-là, la CRIEF, alors cette confusion-là, est-ce que c'est sur le fond ou bien sur la forme? La forme, par exemple, la procédure qui est déclenchée. Oui, d'abord la procédure et la forme, c'est-à-dire que lorsque vous aviez à rechercher ou à réprimer assez de délits ou de crimes, parce que vous savez souvent tout ce qui est aujourd'hui amené devant la CRIEF, ce n'est pas que des crimes. Certains relèvent en termes du droit pénal des délits. Lorsque les gens sont impliqués dans ce genre de matière, et en plus lorsque c'est toujours jamais une seule personne, ça veut dire qu'il y a absolument des co-auteurs, des complices. Mais aujourd'hui, la CRIEF appelle les éléments principaux. Et puis ceci, comme je vous dis, par l'embouteillage de dossiers qu'ils ont, on l'observe, hein, ça fait que sur le plan de la procédure, il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui toujours retenues, à mon avis, contrairement au code de procédure pénale. D'accord. Ouais. Alors, c'est très bien, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, mais la question cruciale qui fait l'objet de notre entretien, et vous et moi, c'est bien entendu autour de la vente du Boeing 757, pour lequel votre président, du DG, en l'occurrence Elhadji Sila, a été l'acquéreur. Alors, on a vu sous le régime de l'ancien comté, feu l'ancien comté, concernant cet avion-là, ça a provoqué un déficit et l'augmentation de la subvention, ce qui a été la raison fondamentale qui a poussé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international pour la privatisation de cet avion. Quelle est votre appréciation par rapport à ça? Très bien, il s'agit plutôt d'un Boeing 737-200. Mon appréciation, c'est que moi je suis directeur général de Fitorelec Holding depuis plus d'une vingtaine d'années. Et en ce qui concerne le holding, nous avions 9 filiales. C'est-à-dire que nous sommes parvenus à créer 9 filiales qui composaient le holding. Il y avait des filiales qui s'occupaient de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'immobilier. Et à un moment donné, on était arrivé parce qu'on avait le transport terrestre de personnes et de biens. Et on s'est dit qu'il nous manque le transport aérien. Et en notre état en ce moment,
on pouvait vraiment s'y hasarder, parce que si on a les bonnes ressources humaines, on peut le faire aussi. Donc, jusqu'en mars 2002, nous avons créé, selon la législation guinéenne, ce que nous avons appelé Air Guinée Express. Air Guinée Express, donc, c'était la 9e filiale du Futurelec Holding. Et donc, on s'est positionné pour chercher des aéronefs. Et vous savez bien que la Guinée a été l'un des pays ou des rares pays après les indépendances qui avait donc sa flotte. Ça veut dire qu'ici, il y avait des ressources, il y avait un potentiel de ressources humaines. Il y avait des pilotes, il y avait des techniciens, il y avait tout. Mais qui manquait de moyens de travail. Donc, on s'est dit que nous, si on crée ça, on n'a pas de difficulté parce qu'il y a le personnel guinéen qui peut non seulement être employé, mais aussi ça peut faire le bonheur et l'honneur de la Guinée. Nous avons des collaborateurs, des actionnaires en Belgique. Il y en a qui travaillent avec nous dans le cadre de Futur Auto, il y en a qui travaillent avec nous dans le cadre de Futur Trading selon les matières. Et puis ils nous ont mis en contact avec une compagnie qu'on appelle la CS Aviation à Bruxelles. Et nous avons commis ceci pour scruter un peu le marché des aéronefs. Oui. Alors nous étions dans cela quand la Banque mondiale, comme vous l'avez dit, a revu un peu la situation de toutes les entreprises héritées du régime de Sékou Touré. Il y en avait 158 et quelques comme ça, dans tous les domaines, dont le domaine de l'aviation, dont Air Guinée. Donc il s'est aperçu que la Banque mondiale a recommandé que l'avion soit vendu aux francs symboliques. Les administrateurs, ils le savent. Entre autres, hein, bon, et il semblerait que le président de la République aurait dit mais c'est le seul avion qui reste à la Guinée et lui-même quand il veut se déplacer, là ça n'a compté. Il n'y en avait pas. Donc s'il y a le moyen de garder ça, ce serait préférable que de soumettre le pays à des locations d'avions quand il se déplace ou bien des fortes délégations guinéennes. Bon, donc ça a évolué comme ça a évolué, nous ne sommes pas de l'administration, mais finalement, le président de la République, Feu Lansana Conté, a demandé, a dit à Elhadji Mamassila qu'il souhaiterait, puisque dans son holding, il y a une société que nous avons créée qui s'occupe de l'aéronautique, qui achète l'avion. Bon, je crois que c'est comme ça, les instructions ont été données au ministre dont ça relève, c'est-à-dire le ministre des Finances et des Transports, et puis ils ont monté la convention que vous avez pu voir, et cette convention, en résumé, a été signée le 18 juillet 2002, et ce qui a mis finalement l'avion dans le patrimoine de Air Guinée Express. Oui, justement, on a demandé, le président, il a insisté à ce que l'avion soit vendu à Mamassila. Et il y a certains membres du gouvernement qui avaient dit, mais puisque la Banque mondiale, surtout que le ministre de l'économie et des finances, d'alors était Ibrahim Kamara, qui est chèque, oui, il a sollicité le service, l'expertise de la Banque mondiale, d'envoyer à l'État guinéen un expert pour, comment on appelle ça, pour le cahier de charge, et également cette convention pour les aider à faire cela. Donc, mais par la suite, le ministre de l'économie et des finances a rencontré le président en lui demandant puisque le président tenait beaucoup à ce que l'avion soit vendu à Mamassila. Le ministre de l'économie dit, mais puisqu'on a envoyé l'expert là, est-ce que cela est possible? Voilà. Bon, ça, vraiment, c'est une information que vous me donnez. Ouais. Vous savez, je suis du privé, je ne sais rien de ce qui pourrait se passer, notamment en termes de discussion entre un ministre des Finances et le président de la République. Bon, moi, j'évolue strictement dans le domaine privé, mais si tel avait été le cas, de toutes les façons, nous, que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international, les achats que nous faisons comme toute autre entreprise, nous le faisons sur la base de ce qu'il y a une offre. Et l'offre nous intéresse, et puis le prix, puis finalement on fait une convention de vente, que ce soit des véhicules ou quoi. Donc pour nous, à un moment donné, les discussions ou les démarches entre l'État guinéen, la Banque mondiale et ce qu'il fallait comme procédure,
moi je suis vraiment ignorant de ça. Et j'avoue, 20 ans après, ce que vous me dites là, c'est une information que vous me donnez. Moi, ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, l'administration publique est arrivée à proposer un contrat une convention de cession. Une convention de cession. Lorsque moi je la regarde aujourd'hui, je dis que juridiquement, elle a été très bien faite sur ce plan-là. Parce que c'est en fait, le gros, c'est quoi? C'est un contrat de vente. Justement, concernant cette convention-là, est-ce que vous pouvez nous donner ici les termes les clauses de cette convention? Bon, en termes de façon succincte, c'est que, comme toute autre convention ou tout autre contrat de vente, dont on dit que c'est des contrats synalgmatiques en droit civil et commercial, c'est qu'il y a un vendeur et un acheteur. Le cédant, c'est l'État guinéen. L'acquéreur, c'est l'agent là. Donc, les conditions de n'importe quel type de vente, c'est quoi? C'est que l'acquéreur et le cédant acceptent de vendre sa marchandise ou son objet à tel prix. Et l'acheteur accepte le prix, c'est signé avec des conditions, des obligations de part et d'autre. C'est que grosso modo, à l'article 2, il a été convenu les conditions dans lesquelles l'avion va être vendu, c'est-à-dire le prix a été fixé à 5 millions de dollars. Concernant ce prix-là, nous avons au-dessus des informations selon laquelle l'avion aurait été vendu à 4 millions de dollars. Bon, dans le contrat, comme je peux vous faire voir une copie, moi ce qui me tient, c'est ce qui est inscrit dans le contrat. C'est que le ministre des Transports a signé, le ministre des Finances et de l'économie, les deux au nom de l'État, ont signé. L'acquéreur et l'agent a signé. Les trois signatures sont sur le contrat du 18 juillet 2002. Et à l'article 2, c'est dit que l'avion est vendu à 5 millions de dollars. Donc, comment pourrait-on aller au-delà de ce qui est... Concernant la négociation de ce contrat, je peux mener le contrat administratif qui s'est passé dans le milieu de privatisation au sein du ministère de l'économie et des finances, sous le contrôle bien entendu d'Ibrahim Kamara et du ministre du budget, une convention, une négociation à laquelle, semblerait-il, M. Elhadj Sello, président de l'UFDG, n'avait pas envoyé une commission. Bon, vous savez, une fois de plus, je vais vous dire. Alors, puisque vous avez évoqué son nom, Elhadj Sello. Oui, je l'évoque pourquoi. Lorsque vous prenez la loi guinéenne sur le désengagement de l'État dans les activités ou les entreprises privées, elle existe, elle est publiée promulguée dans le journal officiel de la République. Dans ce texte-là, le texte de loi, c'est dit, je crois, à l'article 12, que les privatisations, lorsque l'État veut se dessaisir d'un de ses biens, la procédure existe. Et que tout ça là, ça relève, au nom de l'État, ça relève de la compétence du ministre de l'économie et des finances. Et que ce ministre de l'économie et des finances travaille avec le ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre dont relève l'objet qui va être cédé. Ça veut dire que la convention de vente de l'avion ne pouvait pas être signée par un autre ministre que le ministre des Transports, dont ça relève, c'est sa tutelle. Si c'était des tracteurs, le ministre de l'économie et des finances et là allait signer avec le ministre de l'Agriculture. C'est ce que notre loi dit. Donc il est intervenu, je l'ai dit, parce que c'est les trois qui ont signé. Les deux au nom de l'État et l'autre en tant qu'acquéreur. La deuxième convention à laquelle le ministre d'alors, en l'occurrence le ministre Sello, qui était le ministre des Transports, il paraît-il qu'il aurait participé à la convention concernant le transfert de Air Guinée vers Air Express. Non, il n'y a pas de convention. La seule convention, c'est la convention du 18 juillet 2002. C'est cette convention-là, comme je vous ai dit, ce que contient l'article 2. À l'article 3, si je m'abuse, le cédant a identifié tout ce qui va être transféré à l'acquéreur. Après, il y a les obligations de l'acquéreur. Puis, il y a les obligations du cédant. Donc, c'est la seule convention qui a consacré le transfert de droit de propriété de l'avion Boeing 737-200 du portefeuille de l'État
au privé qu'il a acheté et dans le bâtiment duquel, donc Air Guinée Express, l'avion est arrivé. Donc il n'y a pas de convention. Alors, qu'est-ce que vous pensez? D'abord, devant la loi, tout citoyen, de mon point de vue, est obligé d'obtempérer lorsque la loi de ton pays, ou n'importe où tu as ta résidence, ou en tout cas tu fais des affaires, de se soumettre à l'autorité de la loi. Il est un acquéreur. S'il y a des conflits comme aujourd'hui, il y a des incompréhensions au point que le dossier de vente de Air Guinée est arrivé à la CRIEF, mais bien sûr, en tant qu'acquéreur, ils vont avoir besoin de lui pour expliquer sa part de vérité là-dedans. Et je vous informe qu'hier, il était devant les juges de la CRIEF de 10h jusqu'à 13h. Ils lui ont posé des questions de comprendre et il a expliqué, comme je vous ai dit, ce qu'il connaît, sa part, son intervention, sa part de vérité dans le dossier. Et à 13h, il a terminé avec eux. Il est arrivé à sa maison, jusqu'à présent, il a son domicile. Donc lui, déjà, il est passé. Bien sûr que c'est l'acquéreur, bien sûr qu'il ne devait pas passer avant ce que le procureur de la CRIEF même a appelé les acteurs principaux, c'est-à-dire ceux qui ont agi au nom de l'État ne sont pas passés. Mais puisqu'ils ont eu besoin de lui, normalement, la procédure judiciaire voudrait que l'auteur principal passe d'abord après, soit le témoin ou le complice passe. Mais pour obtempérer, il est passé devant la CRIEF hier, je vous informe, et puis tout s'est bien passé. Et ils ont dit, bon, ben, vous restez à vos affaires, à vos domiciles, et quand on aura besoin de vous, on vous envolera. Puisque là, j'ai un juge d'instruction, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher sur le fond? Vous savez, dans les incriminations du procureur, c'est la même litanie qu'il a mis dans la convocation, et pour Elage, et pour Elage Séboudalin, et pour Cheikh Kamadou Kamara. Bon, donc une confusion d'infraction. Mais pour Elage, il avait commencé dans la convocation par recel, et, je sais pas moi, complicité aider les fonctionnaires de l'État. En tout cas, 5 points d'accusation qu'il a énoncés. D'après ce que lui m'a dit devant les juges hier, quand il a donné des explications, les juges même ont rayé la première infraction, c'est-à-dire le recel. Okay. Parce qu'on ne peut pas avoir en face de soi un contrat de vente dûment signé et l'objet a été transféré à une personne par ce contrat de vente et dire que cette personne est poursuivable pour recel. Donc hier, le juge, même après les explications, a enlevé ça. Ouais. Voilà. Bon, ça, vous savez, mais ce que je vais ajouter avant de répondre directement à cette question, c'est bon pour vous et pour tous vos auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, dans les chefs d'accusation du procureur vis-à-vis, bien sûr, de Elage en tant qu'ayant été, tel, mais de Elage Séboudalin et de Cheikh Amadou Kamara, c'est que la CRIEF parle de ces 5 millions, détournement de 5 millions de dollars. Mais les pièces existent, et ces pièces-là, et là, cela les a fournies hier au juge. Une à une, les pièces qui expliquent comment les 5 millions de dollars ont été payés. Les premiers 2 305 000 dollars ont été payés directement après la signature du contrat et ont été virés aux ateliers techniques à Tel Aviv, où l'avion stationnait après sa révision. Parce que Air Guinée avait envoyé le Boeing 737-200 à Tel Aviv, où ils avaient l'habitude de faire les check-in. L'avion était là. Et les Juifs les Israéliens avaient terminé les ateliers Belek, ils avaient terminé la réparation, la facture était là. L'avion ne pouvait pas venir après la signature du 18. Donc il a été demandé à l'acquéreur, à ce moment-là, de virer d'abord les 2 300 et quelques mille dollars. Ça a été viré directement en Israël. Ensuite, les autres paiements ont suivi. Comme le paiement du personnel, 500 000 dollars, oui. C'était pour la facture sociale. Il y avait les arriérés de salaire, il y avait les questions de cotisation sociale, mais il y avait aussi ce qu'il fallait leur donner en guise de séparation. Ça aussi, c'était dans les temps en 2002, 500 000 dollars, ce qui équivalait à environ 1 milliard de francs guinéens. Ça aussi, ça a été
payés le lendemain de la signature, et tous les travailleurs ont été, si vous voyez qu'il n'y a jamais eu de remous sociaux, c'est que les travailleurs ont été payés comptant, chacun selon sa hiérarchie, dans l'ancienne Air Guinée. Ibrahima Kamara, le directeur de l'unité de privatisation, qui a informé le ministre de l'économie et des finances, on a vendu cet appareil à nos compatriotes, il est arrivé en Guinée, mais cet appareil-là ne peut pas voler. C'est pas en bon état. Non, il était très bien, mais il peut aller nulle part, il ne peut pas atterrir à Freetown, ni à Accra, ni à Abuja, nulle part, parce que Air Guinée était endetté dans toutes ses aviations civiles. Et dans la lettre de Ibrahima Kamara, le montant total était évalué à 1 018 300 et quelques dollars. Le ministre Cheikh Kamara était obligé d'écrire encore au président de défrayer cela aussi. On a payé à toutes ces aviations civiles, du Sénégal à Accra jusqu'au Congo. C'est ce qui a permis à l'avion de voler un peu. Bon, donc vous voyez, la justice, chacun de nous a son intime conviction vis-à-vis de la justice. Mais le comportement d'une justice vis-à-vis des justiciables fait en fait que ces agissants, ces agents, les magistrats, imposent la confiance de la population, le commun des mortels, ou perdent la confiance du commun des mortels. Parce que rendre la justice, c'est humain. Oui. La vérité, c'est vraiment humain. Donc n'importe qui, même si c'est le paysan, il tranche dans un conflit. Alors il faut que les magistrats tranchent et surtout veillent à ce que les gens ne soient pas brimés dans leur liberté individuelle. Et justement, ces questions qui sont très importantes aux yeux du public qui nous regarde en ce moment, en dépit de toutes les preuves tangibles que vous avez sous la main, en dépit de tous les indices, les éléments d'indice que vous avez là, mais tout de même, le jeune âge aujourd'hui, il est écouté par la DIF. Qu'est-ce qu'on peut en substance lui reprocher? Dans l'acte d'accusation, il a commencé pour dire recette. Et je vous ai dit que les juges, après la première comparution, ont évacué ça, ils ont enlevé. Ils disent complicité de détournement de biens publics, aide, le fait d'aider des fonctionnaires de l'administration à acquérir des bien-être au-delà de ceux dans lesquels ils devaient être s'ils se contentaient de leur revenu. Ça veut dire un peu corruption ou facilitation de la corruption. C'est des choses comme ça qu'il a alignées. Il n'est pas responsable de ça. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous vendre quelque chose, ce qu'il leur a dit hier, et que vous l'achetez à 5 millions de dollars. Et puis qu'on vous dise que, en plus de ça, il faut que vous donnez à tel ou à tel. Pourquoi? Il n'avait aucun intérêt à donner 1 franc ou 1 dollar à quelqu'un. Déjà le prix, nous de la direction, on a trouvé le prix exorbitant. Les 5 millions de dollars étaient excessifs de notre point de vue, en tant que vraiment économiste et tout ça, homme d'affaires. Mais il s'est avéré, d'après les informations qui sont parvenues, que le président Feu Général Conté a fixé 5 millions et il a demandé à ses administrateurs de faire le contrat sur la base de 5 millions et que son ami, il va le dire, il va payer 5 millions. Donc voilà, sinon nous, à l'analyse, on n'était même pas d'accord sur ce prix. Pourquoi? Parce qu'on était à la création de Air Guinée Express, on avait déjà, je vous ai dit au départ, on avait déjà mis un Belge dans la situation qui nous avait, c'est-à-dire 5 mois avant qu'on ne nous propose même le 737-200, qui nous avait proposé finalement un Boeing 737-205 qu'on a acheté 8 mois après cette opération de l'avion de Air Guinée. On a acheté à Oklahoma City, on a toutes les pièces aux États-Unis. Et il est quoi? Il est 1 an et quelques, 2 ans et quelques, moins vieux que l'avion de Air Guinée. Il a moins travaillé, donc moins volé que l'avion de Air Guinée. Ça appartenait à une compagnie une compagnie japonaise, des Japonais et des Américains d'origine japonaise qui sont installés à Oklahoma City. On a tout ça aux États-Unis. Cet avion-là, nous l'avons eu tout comptant à 2 millions de dollars. On nous vend celui de Air Guinée qui est beaucoup plus vieux, et qui
qui nous a coûté en réparation déjà 2,5 millions et quelques, et on nous vend ça à 5 millions. Celui qui est moins vieux, moins âgé, même la série 737-200 et 737-205, celui-là, nous l'avons acheté des propres fonds de Futuronet Holding à 2 millions de dollars, avec tous les papiers que je peux vous montrer de l'aviation civile américaine. Boulot légalement fait, qui a volé de là-bas jusqu'en Espagne, ici. Ce qui a fait que la flotte a été augmentée à 2. Les 2 avions volaient ici jusqu'à l'accident de celui-là qu'on a acheté de nos propres sources. Il a fait un accident à Freetown. Tout le monde a vu ça, et c'est là-bas, il a été complètement mis hors d'usage. Alors aujourd'hui, en ce moment, par le biais de Folie Média, vous avez entendu la version de fait de l'honorable Dembo Silla, qui est le vice-président de ce parti-là, par rapport à la vente de cet avion. Et cela dit, il y a une autre question, on va terminer par ça, concernant la concertation nationale. Et aujourd'hui, les leaders politiques qui doivent participer à cette concertation nationale sont inquiétés par cette grief-là. Est-ce que cela ne pourrait pas être un obstacle afin de trouver un compromis entre le CNRD et les responsables politiques? Notre parti, la coalition dans laquelle nous sommes poètes, et bien sûr d'autres grandes coalitions qui viennent ici comme la NAT, nous n'avons jamais été d'accord sur ce vocat. Et nous n'avons jamais participé aux 10 travaux de ces concertations qu'ils ont organisées ici. Parce que de toutes les façons, vous voyez, au jour où nous sommes, ils n'ont publié aucun résultat, en tout cas, qui soit vraiment bon pour la poursuite de la transition et pour la quiétude suite à ces concertations. Nous avons demandé, et nous insistons, nous avons demandé un dialogue politique. Et vous savez, c'est ce qui nous a toujours opposé avec le ministre de l'administration du territoire et une partie du CNRD, je crois, qui se trouve dans le même esprit. C'est pourquoi, lors de beaucoup de ces invitations, nous n'avons pas été. Et quand le Premier ministre Béabodi a repris la main, malheureusement, c'est tombé comme ça aussi sans effet, et il nous a adressé une correspondance pour dire qu'il prend, selon ses attributions et ses compétences, la question du dialogue politique en main. Il nous a adressé une correspondance. Nous avons répondu que nous tous nous serons là et nous avons été ce jour-là à l'hôtel Kaloum où il a organisé ça. Nous l'avons dit dans cette perspective-là, nous sommes prêts. Mais le dialogue politique, ce n'est pas vraiment appeler les gens dans une grande salle de banquet. Le dialogue politique, c'est de se mettre en face, le CNRD et ceux qui soutiennent le CNRD, et nous autres qui ne sommes pas d'accord avec le CNRD de sa façon de conduire de la transition, on discute sur les fondamentaux. Et ces fondamentaux, c'est la Constitution. Ouais. Ces fondamentaux, c'est le chronogramme. Et puis la durée de la transition, l'organe de gestion de la transition. Voilà. Voilà les fondamentaux. Et c'est un autre point de vue. C'est ça qui regarde une transition. Le CNRD devait vraiment se focaliser, en plus d'évacuer les affaires courantes d'une administration publique, se focaliser pour ça. Et de notre point de vue, avec les chronogrammes que nous avons soumis, les coalitions individuellement et entre nous-mêmes et communément, c'est une transition qui ne peut pas dépasser les 16-17 mois. Et aujourd'hui, ils ont déjà consommé 10 mois. On ne sait même pas, on n'a même pas la visibilité sur la durée de la transition. Et vous proposez le délai de transition? Aujourd'hui, avec les errements qu'il y a eu, et avec tout ce que nous suivons, puisqu'il y a le contexte international, la CEDEAO et tout ça, et il faut être réaliste. Nous regrettons le temps qui s'est écoulé depuis septembre à aujourd'hui, ça fait 10 mois. 10 mois qui n'ont servi peut-être vraiment qu'à eux dans la gestion de l'État. Mais nous aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller au-delà de 18 mois. 18 mois. Et si, parce qu'on est en train de voir un peu l'orientation que la CEDEAO est en train de donner à cette durée par rapport aux pays qui sont concernés, 24, 24, 24, si la CEDEAO nous plaidait de nous inscrire dans la durée de 24 mois, nous allons l'accepter dans l'esprit d'apaiser. Mais ces 24 mois, je crois là où il y aura la pierre d'achoppement, s'il ne nous suit pas, c'est le début, là où commence ces 24 mois. Évidemment, on est en période exceptionnelle.
nation? Quel objectif? Et qu'on appelle le retour à un ordre constitutionnel rapide et apaisé. Et la meilleure façon de ne pas toucher cette constitution de façon fondamentale. La constitution de 2010 est l'une des meilleures constitutions qui peut être opposable à n'importe quelle constitution en Afrique et au monde, parce qu'elle respecte vraiment le cadre qu'il faut juridiquement. Ce qui a changé dans cette constitution, c'est ce que le professeur Alpha Condé a mis pour justifier son troisième mandat. Il s'agit de faire une révision. Maximum des juristes volontaires le feront en 10 jours, 15 jours. Et on remet la constitution 2010 sur la table. Le chronogramme, on a l'habitude, ce n'est pas notre première élection à laquelle on va participer. Les partis sont là, les experts sont là. Dans les partis, dans les états-majors des partis politiques, il y a des gens qui ont travaillé à la CENI qui étaient à la base de ces chronogrammes. Donc nous avons la capacité de soumettre, on a soumis un chronogramme qui peut être exécuté, je vous dis, à 9 mois pour partir aux élections. Donc ça suppose que la transition devrait s'occuper que des affaires courantes. Les affaires courantes, oui, et pas la refondation de l'État. La refondation de l'État, même un État, un gouvernement officiellement, c'est-à-dire démocratiquement mis en place, ne peut même pas inscrire ça comme un objectif de mandat, d'autant plus que c'est quelque chose de continuel. La refondation est soumise aux aléas, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est la vie même d'une nation. Donc une transition ne peut pas se fonder. Puisque vous semblez maîtriser certains aspects juridiques-là, aujourd'hui on voit certains leaders politiques, d'anciens dignitaires de l'ancienne communauté, à part contre, j'allais dire, qui sont en détention provisoire. Est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue, que la grief aurait violé ce qu'on appelle la présomption d'innocence? C'est-à-dire ces messieurs, ces frères et compatriotes qui sont retenus dans les biens de la justice, ils ont évoqué, le procureur a évoqué comment on appelle ça, les plaintes qu'il a contre ces messieurs-là. C'est tout à fait normal. C'est pas dit qu'un procureur, lorsqu'il a énoncé quelque chose, a toujours l'apanage de la vérité. Mais ce qui est important, lorsque vous accusez un citoyen de détournement, vous accusez un citoyen de n'importe quel délit ou crime, il faut que vous, en tant que procureur, et tout le système judiciaire, que vous vous mettez, vous aussi, vous vous subordonnez au principe de la justice, c'est-à-dire le principe évoqué dans le code de procédure pénale. Combien de temps la personne qui a été interpellée peut faire là? Quelle est votre obligation pour ne pas qu'il dure? Et aujourd'hui, nous avons des gens qui sont là depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois. Alors que normalement, selon le code de procédure pénale, lorsque vous limitez ou bien vous incarcérez quelqu'un pour telle chose, il faut que dans les 48 heures, pour que maximum, pour que vous renouvelez, il faut que vous redemandez ça au contrôleur. Donc voilà, c'est au début ce que je vous dis. Il faut que la façon d'agir de la justice se fasse de telle façon qu'elle emporte la confiance des gens. Et pour apporter la confiance des gens, ce n'est pas la bonne communication verbale, radiodiffusée ou télévisée d'un magistrat. C'est le respect. C'est quand ils s'adossent à ce que la loi a prescrit. À partir du moment là, ils sont redevables que de la loi. C'est possible, c'est sûr, c'est inévitable, ils ne vont pas faire d'erreur. D'appliquer la loi, c'est tout sensible. C'est ça, c'est tout sensible. D'accord. Ouais. Mais je peux vous dire que la présente transition nous a trouvé, vous savez bien qu'au moment où le coup d'État arrivait, nous étions les chefs de file de l'opposition guinéenne. À travers les résultats que nous avons engrangés lors des élections, les dernières élections législatives. Mais je vais vous dire, on a toujours assisté aux dernières assemblées, on avait toujours des députés. Mais je peux vous avouer aujourd'hui de la division géographique de notre pays, les 4 régions naturelles. Aujourd'hui, la Basse-Guinée semble très friand que la transition ne dure pas plus de 9-10 mois et qu'on aille tout de suite aux élections. Ils sont persuadés que nous allons engager de bons résultats, et au niveau des communes et aux législatives. En début de ce mouvement-là, qui touche aujourd'hui la classe politique, est-ce que quand même vous enregistrez d'éventuelles adhésions? Nous avons chaque fois des adhésions. La dernière Assemblée générale qu'on a tenue samedi, je crois que nous avons eu 75 adhésions. Et ça, quand je dis 75, c'est les responsables de structures. 75 adhésions. 75
lors de la dernière assemblée du samedi passé. Et ça, nous l'avons chaque fois, aussi bien ici dans le Grand Conakry que... Les alliances aussi. Pour le moment, nous n'avons pas... On travaille avec des partis politiques comme dans le cadre de ce que nous avons appelé les coalitions. Okay. Donc nous sommes à la tête de la deuxième grande coalition actuellement, après la NAD, c'est la CORED. Donc cette CORED-là, c'est notre président qui est le président de cette coalition de partis politiques aussi. Donc aujourd'hui, il y a des objectifs comme ce qu'on est en train de débattre, le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ça, nous le faisons en groupe. Maintenant, lorsque les échéances sont lancées, c'est là que les partis voient est-ce que nous allons seuls ou bien nous allons faire des alliances avec d'autres partis pour telle ou telle compétition. Mais ça arrive. Et là, aujourd'hui, en dépit de cette invitation devant la GIAF, est-ce qu'il est dans un très bon état d'esprit? Est-ce qu'il est serein? Mais bien sûr, il est très serein. Il est très serein. Très confiant. Oui, très confiant. Vous savez, mon point de vue, si c'est pas là... Il ne regrette pas d'avoir vendu... d'avoir acheté ça sous quelqu'un. Bon, il ne regrette pas, parce que l'objet fondamental, c'était de servir, de faire en sorte que le fanion guinéen reste toujours dans les airs. C'est ce qui avait, je crois, motivé le président, ce qui tenait à cœur le président Lansana Conté. Oui. Nous aussi, nous avons dit que c'était bien. Ce qui s'ajoutait à cela, nous, comme on avait vraiment des compatriotes qui étaient là, s'il n'y avait pas cet avion qui vole, ils perdaient tous leur emploi. Ceux qui étaient dans les bureaux, les pilotes, les techniciens, on a été très heureux de redonner de l'emploi à nos compatriotes. Donc on ne regrette pas. Et quel est votre choix qui a été fait par Fouli Média, qui s'est déplacé de Dakar au Sénégal pour venir vous accorder une interview? Non, franchement, c'est la première fois, je l'avoue, que je prends connaissance de votre média, mais celui Sano m'en a déjà parlé. Oui. Et je vous avoue que, grosso modo, globalement, j'ai personnellement très confiance aux médias sénégalais. J'apprécie, vraiment c'est une nation que j'apprécie à travers ses ressources humaines. Avec certains d'entre eux, j'ai eu beaucoup de chance à travailler quand j'étais dans les ambassades. J'ai vu que vraiment l'Afrique se vantait aussi des ressources humaines sénégalaises. Et j'avais voulu faire une télévision ici dans le groupe. J'ai travaillé avec le promoteur de la chaîne de STV, M. Diagne, je crois. Il est venu, il a fait 2 semaines avec moi ici, dans mes bureaux au 3e étage. Il voulait vraiment, on était très avancés pour créer sous sa tutelle ici une télévision. Bon, malheureusement, c'est après ça que nous, avec la jalousie des fonctionnaires gouvernementaux, ils nous ont planqués dans les problèmes, ce qui nous a amenés dans des audits. Finalement, on n'a pas pu ça, c'est ce que je regrette. Mais j'étais très content, il était venu avec ses techniciens. Franchement, c'était heureux. Et donc, en vous voyant et en étant avec vous aujourd'hui dans mon bureau, c'est un honneur et puis une satisfaction. Alors que nous avons reçu avec l'honorable Dembo Sida, qui est le vice-président de l'UDG et également l'ancien député à l'Assemblée nationale guinéenne. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et je remercie beaucoup l'équipe technique qui m'a aidé à pouvoir réaliser cette interview. Et merci beaucoup et à la prochaine fois.